Le bout de papier tomba de la poche du jean, au moment où Victoire sortait le linge de la machine à laver. Il était détrempé, froissé. L'encre avait bavé, mais le texte restait encore lisible. Il y avait une adresse, et juste en dessous, une heure, 19h. Elle resta figée au milieu de la cuisine. Dans une main, elle tenait le t-shirt mouillé d'Olivier. Dans l'autre, ce petit mot. À l'intérieur d'elle-même, quelque chose se brisa, et une angoisse la submergea. « Olivier » cria-t-elle dans le couloir, la voix tremblante. « Viens ici. » Il entra, en train de mâcher un sandwich, vêtu de son pantalon d'intérieur, l'air totalement détendu. « Pourquoi tu cries ? » « J'avais mes écouteurs, dit-il. En silence, Victoire lui tendit le papier, tout en le regardant droit dans les yeux. Il le prit, y jeta un coup d'œil, et elle remarqua, l'espace d'une seconde, un léger tressaillement dans son regard. Ensuite, il froissa le mot dans son poing. « Ah, c'est pour le boulot. Je dois aller voir un chantier. Tu fouilles dans mes poches, maintenant ? » « C'est tombé tout seul de la machine, » répondit-elle. « C'est tombé, d'accord. Pourquoi tu t'énerves ? » Il jeta la boule de papier dans la poubelle, puis sortit de la pièce. Victoire s'approcha de la poubelle, récupéra le papier, et le lissa sur la table. L'adresse ne se trouvait pas dans leur quartier, c'était à l'autre bout de la ville, et ce n'était pas l'écriture d'Olivier. C'était une écriture fine, soignée, inconnue. Elle prit le mot en photo avec son téléphone. Pourquoi ? Elle ne le savait pas encore elle-même. Vers le soir, Victoire avait presque réussi à se convaincre qu'elle s'inquiétait pour rien. Après tout, un chantier, un client, une adresse, ce sont des choses qui arrivent. Mais, pendant le dîner, Olivier lui demanda, l'air de rien. « À quelle heure tu commences à la pharmacie, demain ? Tu finis à quelle heure ? » « Comme d'habitude, jusqu'à 20h. »« Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Pour rien, juste comme ça, » répondit-il, en fuyant son regard pour fixer son téléphone. Auparavant, il ne s'était jamais soucié de ses horaires de travail. Et là, soudainement, il voulait savoir quand elle serait libre, comme s'il calculait le moment exact où elle serait absente de la maison. Victoire hocha la tête sans un mot, mais, au fond d'elle, quelque chose fit tilt. Il prévoyait quelque chose pour le lendemain, précisément pendant ses heures de travail. Le soir, Olivier avait un comportement étrange. Il n'était ni en colère, ni coupable, mais plutôt sur le qui-vive. Il n'arrêtait pas de prendre son téléphone, de lire quelque chose, puis de le reposer, l'écran face contre table. Au dîner, il toucha à peine à son assiette, se contentant de piquer ses pommes de terre avec sa fourchette. « Pourquoi tu ne manges pas ? » « Je n'ai pas faim, j'ai grignoté au travail. »« Où ça ? » ?»« Tu étais sur le chantier toute la journée. » Il leva les yeux vers elle, la fixant un peu plus longtemps que nécessaire. « Dans un petit café. » « Dis donc, c'est un interrogatoire ? » À ce moment-là, son téléphone sonna. Olivier jeta un œil à l'écran, et Victoire eut juste le temps d'apercevoir le nom, Paul. C'était bizarre, car leur chef de chantier s'appelait Simon, et non Paul. Il sortit dans le couloir, ferma la porte à moitié, et se mit à parler à voix basse. Victoire parvint à saisir quelques bribes de la conversation. « Non, pas aujourd'hui. Il passera demain. Elle a l'argent. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Elle a l'argent. Mais qui ça, pensa-t-elle. Il revint s'asseoir, comme si de rien n'était. C'était qui, demanda-t-elle. Pour le boulot. Il y a un problème sur le chantier, le client est nerveux. Elle hocha la tête, tout en gravant ce nom dans sa mémoire, Paul. Cette nuit-là, Olivier dormit profondément, mais son téléphone resta posé sur la table de chevet, face vers le bas. Victoire, elle, fixait le plafond, le cœur serré par l'angoisse. Au petit matin, il se leva pour aller aux toilettes, et emporta son téléphone avec lui. À son retour, il le glissa sous son oreiller. Sous l'oreiller. En 7 ans de vie commune, il n'avait jamais fait ça.
La sonnerie de la porte retentit très tôt. Sur le palier se tenait sa belle-mère, Nadine, chargée de sacs. « J'ai apporté des croissants », annonça-t-elle, en se faufilant dans l'entrée. « Olivier dort encore ?»« Oui, il dort. »« Pourquoi êtes-vous venu si tôt ?»« Et alors ? Je n'ai plus le droit de rendre visite à mon propre fils ?» La belle-mère retira ses chaussures, entra dans la cuisine comme si elle était chez elle, et commença à déballer ses boîtes. « Tu es bien pâle, tu ne dors pas assez », fit-elle remarquer. « Je dors très bien », répondit Victoire. Olivier sortit de la chambre, vit sa mère, et Victoire remarqua un échange de regards rapides entre eux, comme s'ils s'étaient compris sans dire un mot. « Maman, tu es là ? C'est bien, il faut qu'on parle. » « On va parler. Va te débarbouiller, d'abord. » Il voulait rester seul, Victoire le ressentit physiquement. Elle se retira dans sa chambre, mais laissa la porte légèrement entr'ouverte. Des chuchotements provenaient de la cuisine. Elle se colla contre le chambranle de la porte. « Ce soir, à 19h, comme convenu, » chuchota la voix de sa belle-mère. « L'argent en espèces, je le recompterai moi-même. » Maman, baisse d'un ton, elle est juste à côté. Et alors ? L'important, c'est de la tenir éloignée des papiers. Elle est dans sa chambre, qu'elle y reste. Victoire recula d'un pas. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Quel papier ? L'argent, à 19h. 19h, l'heure exacte indiquée sur le mot. Elle retourna dans la cuisine, feignant l'indifférence. Sa belle-mère coupait une brioche, tandis qu'Olivier buvait son café. « Tu veux un thé, ma petite Vic ?» demanda Nadine, avec un sourire si mielleux qu'il en donna des frissons à Victoire. « Non, merci. J'ai mal à la tête. » Olivier partit vers midi, en disant qu'il allait sur le chantier. Sa mère se prépara à le suivre de près. « Je vais y aller, Vic. J'ai des choses à faire. » Quelle chose à faire ? La belle-mère se figea une fraction de seconde, puis retrouva son grand sourire. Je vais au dispensaire, mon cœur me joue des tours. Il y a un instant, elle virevoltait dans la cuisine comme une jeune fille, et soudainement, elle avait des problèmes de cœur. Le mensonge était devenu trop flagrant. Une fois la porte refermée, Victoire se retrouva seule. Elle ouvrit la photo du petit mot sur son téléphone. L'adresse. 19h. Tiens-la éloignée des papiers. La première pensée qui lui traversa l'esprit fut une brûlure vive. Une autre femme. Un appartement secret, où son mari se rendait le soir. De l'argent qu'il dépensait pour elle, avec la complicité de sa belle-mère. Une mère prend toujours le parti de son fils, après tout. Victoire appela son amie. Léa travaillait dans une agence immobilière, elle avait toujours la tête froide. « Léa, je crois qu'Olivier me trompe. J'ai une adresse. Je vais y aller ce soir, pour voir de mes propres yeux. Écoute-moi bien, n'entre surtout pas seul dans l'immeuble. Reste dans ta voiture, observe, et garde-moi au téléphone. » À 19h moins le quart, Victoire était garée face à un vieil immeuble, près du château d'eau. La façade était décrépie, la cour bien triste. L'adresse écrite sur le papier ne lui évoquait rien. Il ne lui vint pas à l'esprit de faire le lien avec l'héritage de sa grand-mère, un endroit où elle n'était allée qu'une ou deux fois en 2 ans, et dont elle n'avait que de vagues souvenirs. Ses mains tremblaient sur le volant. Une voiture familière s'approcha. Olivier en sortit, regarda autour de lui d'un air furtif, presque craintif, puis s'engouffra rapidement dans le bâtiment. Il est rentré, souffla-t-elle dans le combiné. Attends. Sa maîtresse va bientôt sortir, et tu seras fixé. Les minutes s'étiraient, longues comme une éternité. Victoire fixait les fenêtres de l'immeuble, en repassant le film de leur 7 années de mariage. À quel moment avait-elle fermé les yeux ? Quand avait-il trouvé le temps ? Cette femme était probablement plus jeune, plus jolie, et n'affichait pas cette fatigue perpétuelle après les gardes de nuit. Une lumière s'alluma au 2e étage. Une ombre se profila derrière les rideaux,
une ombre masculine, seule, avant de disparaître au fond de la pièce. La lumière vient de s'allumer, signala Victoire. Je crois qu'il n'est pas seul là-haut. Calme-toi, ne te fais pas de film à l'avance. Regarde bien qui va sortir. Victoire fixait la porte d'entrée, se préparant psychologiquement. D'une minute à l'autre, une jeune femme pimpante allait apparaître, et son cœur volerait en éclats. 10 minutes s'écoulèrent. Puis, un taxi s'arrêta devant l'immeuble. Nadine, sa belle-mère, s'en extirpa lourdement, portant le même sac que le matin. Elle regarda autour d'elle, exactement comme l'avait fait son fils, et se faufila à l'intérieur. Léa. Victoire peinait à trouver ses mots. Ma belle-mère vient d'entrer. Comment ça, ta belle-mère? Littéralement, sa mère. Ils sont tous les deux là-haut, dans un appartement loué, à 19h. Un lourd silence s'installa à l'autre bout du fil. Attends une seconde, murmura lentement Léa. Si sa mère est là, ce n'est pas une maîtresse. La théorie de l'adultère venait d'éclater comme une bulle de savon. Mais au lieu d'être soulagée, Victoire se sentit terrifiée. Une maîtresse, c'est un schéma classique, on divorce, et on refait sa vie. Mais que faisaient un mari et sa mère dans un appartement secret, se donnant rendez-vous avec un mot à l'écriture inconnue, pour y compter de l'argent liquide? Je ne comprends rien, Léa, murmura Victoire. Je suis complètement perdue. Ne bouge pas pour l'instant, contente-toi d'observer. Assise dans sa voiture plongée dans l'obscurité, elle tentait de reconstituer le puzzle. S'il s'était agi d'une tromperie, elle aurait pleuré, hurlé, elle l'aurait mis à la porte. C'était une douleur familière, compréhensible. Mais là, il s'agissait de toute autre chose, de quelque chose de froid et de poisseux. Sa belle-mère, un sac, de l'argent liquide à recompter. Tiens-là éloigné des papiers. Des papiers. Quel genre de papier cache-t-on, si ce n'est pour une affaire de tromperie? Des documents officiels, de l'argent, des choses que l'on dissimule non pas comme un amant, mais comme un voleur. Cette pensée lui glaça le sang. Victoire démarra le moteur, mais ne bougea pas d'un pouce. Quelque chose la retenait ici, devant cette porte. Dans l'une des fenêtres du 2e étage, la lumière brillait sur un papier peint à rayures et un lustre bon marché. Victoire patienta encore une demi-heure. Olivier sortit le premier, seul. Il monta dans sa voiture et alluma une cigarette au volant, lui qui avait arrêté de fumer 3 ans plus tôt. Il était nerveux. Puis, il partit. 10 minutes plus tard, sa belle-mère sortit à son tour. Son sac, visiblement plus lourd, pendait à son épaule. Elle le soutenait d'une main, héla un taxi, et disparut. Ils étaient sortis séparément, comme des inconnus, comme des complices. De retour chez elle, Victoire fit semblant que tout allait bien, attendant patiemment qu'Olivier parte prendre sa douche. Dès qu'elle entendit l'eau couler, elle ouvrit silencieusement le placard où il rangeait les papiers. Dans la boîte à chaussures bleues sur l'étagère du haut, elle trouva les passeports, les assurances, les factures, le contrat de la voiture. Rien d'anormal. Pas de procuration, pas de bail. Elle fouilla 2 fois de suite. Rien. En revanche, dans la poche de sa veste de travail, accrochée dans l'entrée, ses doigts heurtèrent 2 objets. Un reçu plié en 4, indiquant qu'une somme importante avait été transférée sur le compte d'Olivier par un expéditeur anonyme, et une clé. Une simple clé sur un anneau, sans porte-clés. Victoire l'essaya dans la serrure de leur porte, elle ne tournait pas. Ni dans la boîte aux lettres, ni dans le débarras. Non, c'était la clé d'une autre porte. Elle tint cette clé dans le creux de sa main, sentant un froid glacial l'envahir. Un virement d'une grosse somme d'argent. Une clé étrangère. Un appartement secret. L'argent est avec elle. Tiens-la éloignée des papiers. Victoire remit tout exactement à sa place, et pour la première fois, une pensée claire et glaciale s'imposa à elle. Son mari magouillait quelque chose dans son dos, une affaire d'argent. Et sa mère y était impliquée jusqu'au cou. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Le virement, la clé inconnue,
l'appartement secret où son mari se rendait le soir, et d'où sa mère repartait avec un sac lourd d'argent. Un magot qu'il lui cachait. Au petit matin, Victoire s'était convaincue d'une autre théorie, plus banale, mais tout aussi blessante. Olivier se préparait à la quitter. Il s'était créé une vie parallèle, mettait de l'argent de côté, vidait les comptes de la famille pour s'assurer qu'elle n'aurait rien le jour du divorce. Et sa belle-mère, qui ne l'avait jamais porté dans son cœur, aidait son fils, cachant l'argent chez elle, tenant les comptes, et protégeant leur petit pécule loin de sa belle-fille. Allongée dans son lit, elle échafauda tout le scénario. L'argent est avec elle, faisait référence à sa mère, qui gardait le magot. Tiens-la éloignée des papiers, pour éviter qu'elle ne découvre l'ampleur de leurs économies et la destination des fonds. L'appartement secret servait de terrain neutre pour organiser leur combine, à l'abri des regards. Plus elle y pensait, plus la colère montait en elle. Pendant 7 ans, elle avait porté ce foyer à bout de bras avec lui, et voilà qu'il préparait un divorce dans son dos, partageant l'argent avec sa chère maman comme si Victoire n'existait déjà plus. Elle finit par sombrer dans un demi-sommeil, avec une seule idée en tête, je dois découvrir combien il cache là-bas, et pourquoi. Comme elle était naïve. Elle était encore loin d'imaginer la gravité de la situation. Elle envoya un message à Léa, « Tu peux vérifier cette adresse ? Qui y vit ? Ce qui s'y passe ? J'ai l'impression qu'Olivier met de l'argent de côté dans mon dos, qu'il prépare un divorce. » Léa lui répondit aussitôt, « Envoie l'adresse, je vais regarder dans nos bases de données. » Victoire envoya les informations. 1 heure de silence s'écoula. Puis, son téléphone sonna. Vic, la voix de Léa était étrange. « Assieds-toi. Ce n'est pas une histoire de divorce ni d'argent caché. » « Alors de quoi s'agit-il » demanda Victoire, crispée sur son téléphone. « L'appartement à cette adresse est une location. Il est loué. L'annonce est restée en ligne quelques mois, puis a été retirée, ce qui veut dire qu'ils ont trouvé des locataires. » Le numéro de contact sur l'annonce, Léa marqua une pause. Ce n'est pas le numéro d'Olivier, mais celui d'un certain monsieur Paul. Paul. Le sang de Victoire se glaça. Ce fameux Paul, il est dans les contacts du téléphone d'Olivier. Exactement, reprit Léa. Paul, c'est l'agent immobilier qui loue cet appartement à quelqu'un. Et ton mari s'y rend pour récupérer l'argent. Attends. Donc, il ne cache pas d'argent. Il loue un bien et encaisse les loyers ? C'est tout à fait ça. Mais il y a une chose qui m'échappe, ajouta Léa. À qui appartient cet appartement ? Qui est le propriétaire qui le met en location ? Dans notre base de données, c'est un peu flou, le nom du propriétaire n'apparaît pas clairement. Victoire raccrocha, sentant toutes ses hypothèses s'effondrer. Pas de tromperie, pas de divorce, pas de magot caché. Ils ne cachaient pas d'argent, ils en gagnaient. Ils louaient l'appartement de quelqu'un d'autre et se partageaient les bénéfices. Mais l'appartement de qui ? Olivier ne possédait aucun bien immobilier. Sa belle-mère vivait dans un petit studio dont elle était propriétaire. D'où sortait cet appartement qu'il pouvait louer en cachette pour près de 1 000 € par mois ? Elle fit les 100 pas dans le salon, incapable de relier les morceaux du puzzle. On ne peut pas louer le bien de quelqu'un d'autre à son insu, il faut être le propriétaire, avoir des documents officiels, une procuration, des pièces d'identité, une signature. Victoire s'assit, le cerveau en ébullition. Son mari et sa belle-mère louaient un appartement via un agent immobilier et se partageaient l'argent liquide, alors qu'ils n'avaient aucune résidence secondaire. D'où venait cet appartement ? Et là, ce fut comme si on lui avait jeté un seau d'eau glacée au visage. Il n'y avait qu'un seul bien immobilier supplémentaire dans la famille. Le sien. 2 ans plus tôt, Victoire avait hérité de l'appartement de sa grand-mère, situé dans un vieil immeuble près du château d'eau, à l'autre bout de la ville. Elle n'y allait presque jamais. L'endroit était censé être vide, en attente de rénovation qu'elle repoussait sans cesse. D'une main tremblante, elle rouvrit la photo du petit mot et relut l'adresse. 1 fois, 2 fois. Le numéro de la rue, le numéro de l'appartement. Son sang ne fit qu'un tour. C'était l'adresse de l'appartement de sa grand-mère,
celui dont elle avait hérité. La vérité la frappa de plein fouet. Ce bâtiment grisâtre, devant lequel elle avait monté la garde la veille en attendant une prétendue maîtresse. C'était l'immeuble de sa grand-mère. Elle avait vu, de ses propres yeux, son mari entrer dans son propre appartement, sans même le reconnaître de l'extérieur. Le mot tombé de la poche de son mari menait directement à chez elle. Un appartement censé être vide. Il devait être vide. Elle attrapa sa veste et prit la route. Il fallait qu'elle voie cela de ses propres yeux. Qu'elle se rassure, que cette théorie monstrueuse n'était qu'un pur délire. L'appartement serait fermé à clé, les vitres couvertes de poussière, et tout cela ne serait qu'une énorme et absurde coïncidence. Sur le trajet, elle s'efforçait de se convaincre de son erreur, son mari en serait incapable. Et s'il y avait eu une procuration, elle s'en souviendrait. On ne signe pas un tel document par inadvertance. Elle s'imaginait déjà en rire le soir même, racontant à Léa, « Tu te rends compte, j'ai vraiment cru qu'il m'avait volé. » Mais plus elle approchait du vieil immeuble près du château d'eau, plus elle ralentissait. Ses mains sur le volant étaient glacées. Devant l'entrée, un voisin, Monsieur Guy, un homme de l'âge de sa grand-mère qu'elle connaissait depuis l'enfance, fumait une cigarette. Il lui adressa un grand sourire. « Oh, ma petite Victoire. Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vue. Tu viens rendre visite à tes locataires ?» Victoire s'immobilisa net. « Quel locataire, Monsieur Guy ? » Ben, ceux d'en haut. Ils sont très calmes, très gentils, ils ont une voiture. Ça fait bien 3 mois qu'ils sont là. C'est toi qui les as installés en passant par ton mari, non ? Il me l'a dit lui-même. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Victoire. En passant par mon mari ? Bah oui. Il est venu changer la serrure, il a donné les clés au nouveau, un vrai pro. Monsieur Guy tira sur sa cigarette. Mais dis donc, pourquoi tu deviens toute pâle ? Victoire ne répondit pas. Elle grimpa les escaliers 4 à 4 jusqu'à son étage. Sur la porte de l'appartement de sa grand-mère trônait une serrure neuve, brillante et inconnue. Sa propre clé n'y entrait pas. Derrière la porte, on entendait le son d'une télévision. Là, chez elle, vivaient des étrangers. Victoire resta plantée devant cette serrure étrangère, sur sa propre porte, incapable de respirer. Derrière ce battant se trouvait l'entrée de sa grand-mère, où, petite, elle retirait ses bottes. La cuisine de sa grand-mère, qui fleurait bon les tartes. Et maintenant, il y avait une télévision inconnue, des voix inconnues, une vie qui ne lui appartenait pas. Et c'est son mari qui avait orchestré tout cela. Il était venu, avait changé la serrure, et donné les clés de son appartement, de ses souvenirs, à de parfaits inconnus. Elle eut envie de tambouriner à la porte, d'exiger qu'on lui ouvre. Mais la voix de Léa résonna dans sa tête, ne les effraie pas, rassemble d'abord des preuves. Victoire se força à reculer. Elle redescendit, s'enferma dans sa voiture, et resta agrippée au volant pendant de longues minutes, le temps que ses mains cessent de trembler. Ayant retrouvé un peu de contenance, elle appela Léa. « Léa, il y a des gens qui habitent dans l'appartement de ma grand-mère. La serrure a été changée. Monsieur Guy m'a dit qu'Olivier s'était occupé de tout. » « D'accord, » souffla Léa. « Tout s'emboîte. Ton appartement est loué. Mais pour louer légalement le bien d'une autre personne, l'agence a besoin d'une procuration du propriétaire. Donc, de toi. Tu as signé une procuration ? Non. Jamais. Un silence s'installa. Dans ce cas, c'est un faux, Vic. Quelqu'un a imité ta signature. Cherche ce papier chez toi. Il doit être dans les affaires d'Olivier. Victoire rentra chez elle comme dans un état second. Olivier n'était pas là. Cette fois-ci, elle ne cherchait pas à l'aveuglette, elle savait exactement ce qu'elle traquait. Inutile de regarder dans la boîte bleue, elle l'avait déjà inspectée. Elle fouilla absolument tout, les étagères, les tiroirs, les poches, la mezzanine. Et enfin, dans un vieux classeur portant l'inscription « Garantie », coincé entre 2 modes d'emploi d'appareils électroménagers, elle le trouva. Un document plié en 4.
Ses mains refusaient de lui obéir. Elle s'assit à même le sol, au milieu des papiers éparpillés, et déplia lentement la feuille. Sa gorge était sèche. Elle espérait encore, un infime espoir, que ce soit autre chose. Une quittance, une attestation, une broutille. Qu'elle se soit trompée et qu'elle ait bientôt honte de ses propres soupçons. Le papier était épais, officiel, avec le cachet d'un notaire dans un coin. Une procuration rédigée au nom de Victoire, donnant plein pouvoir à Olivier pour mettre en location, voire disposer de l'appartement situé à l'adresse de sa grand-mère. Disposer, cela signifiait qu'il pouvait même le vendre. Tout en bas figurait sa signature. Sauf que Victoire n'avait jamais signé cette procuration. La signature y ressemblait, mais ce n'était pas la sienne. Quelqu'un l'avait minutieusement copiée à partir d'un modèle. Elle approcha le document de ses yeux. Son V penchait toujours vers la gauche, avec une boucle abrupte, mais ici, la boucle s'étirait vers la droite. Les lettres étaient plus alignées, plus appliquées que ce qu'elle n'avait jamais tracé. Une main étrangère s'était appliquée à écrire son nom, s'en approchant de très près. Presque parfait. Mais Victoire connaissait sa propre signature mieux que quiconque. Ce n'était pas elle. La date remontait à 3 mois. Exactement le moment où sa belle-mère lui avait emprunté sa carte d'identité avec insistance. « Ma petite Vic, j'en ai besoin pour un dossier à la sécurité sociale. » Juste pour un instant. Victoire la lui avait donnée sans la moindre hésitation, de ses propres mains. Et juste à côté, dans un coin de la feuille, apparaissait une deuxième signature, celle du témoin. Et cette écriture-là, Victoire la reconnut immédiatement. Petite, serrée, avec une pression très appuyée sur le stylo. Rigoureusement identique à celle du petit mot retrouvé dans la machine à laver. L'écriture de sa belle-mère. Elle se mit à trembler. Elle prit le document en photo, une fois, 2 fois, en bloquant la feuille avec son genou pour éviter que l'image ne soit floue. Elle détenait enfin la preuve. Elle savait tout, désormais, mais savoir ne suffisait pas. Victoire retourna sur-le-champ à l'appartement, profitant de l'absence d'Olivier et de l'énergie de la colère qui l'animait encore. Elle grimpa à son étage et sonna à la porte ornée de la nouvelle serrure. Un homme d'une trentaine d'années, en t-shirt, une serviette jetée sur l'épaule, lui ouvrit. Une odeur de friture s'échappait de la cuisine. « C'est pourquoi ? » ?»« Bonjour, je m'appelle Victoire. Je suis la propriétaire de cet appartement. » L'homme fronça les sourcils. « Comment ça, la propriétaire ? Nous sommes les locataires. Nous avons un bail. » « Un bail avec qui ? » ? « Avec le propriétaire, via l'agent immobilier. » Il commença à refermer la porte. « Vous devez faire erreur. » »« Je ne fais pas erreur. » Victoire retint la porte de la main. « Montrez-moi ce contrat. Quel est le nom du propriétaire indiqué dessus ? » L'homme hésita, puis se tourna vers l'intérieur. « Marine, apporte-moi le dossier, il y a une dame à la porte. » Sa femme arriva en s'essuyant les mains et lui tendit une pochette. L'homme l'ouvrit et fit glisser son doigt le long d'une ligne. « Tenez. Agissant par procuration, Olivier. »« Olivier est mon mari, » déclara Victoire. « Et cet appartement est le mien, c'est l'héritage de ma grand-mère. Et je n'ai jamais signé la moindre procuration. » Un lourd silence s'abattit dans le couloir. Quentin et Marine, c'était leur nom, dévisagèrent Victoire, comprenant peu à peu la situation. « Attendez une minute, » finit par dire Quentin. « Vous êtes en train de nous dire que ça fait 3 mois que nous payons un loyer à des escrocs ? » « Entrez, » souffla Marine. « Vu les circonstances, il faut qu'on tire ça au clair. » Dans l'entrée flottait l'odeur de leur dîner. Des manteaux inconnus pendaient au porte-manteaux, des chaussons inconnus trônaient là où se trouvaient autrefois ceux de sa grand-mère. Les yeux de Victoire la piquèrent, mais elle tint bon. Ils passèrent dans la cuisine. La cuisine de sa grand-mère, désormais garnie de vaisselle étrangère. Machinalement, Marine lui proposa un thé. Victoire déclina. Quentin sortit un épais dossier d'un placard. Tous leurs papiers de location y étaient soigneusement rangés.
C'étaient des gens honnêtes, eux aussi avaient été trompés, payant sagement leur 3e mois de loyer. Un peu plus de 800 € par mois, plus la caution versée à l'emménagement. La caution, expliqua Quentin, avait été virée sur le compte d'Olivier au début. Par la suite, il avait exigé d'être payé uniquement en espèces. C'est plus pratique, leur avait-il dit. Plus de 3 000 € au total. Passés sous le nez de Victoire, directement dans les poches de son mari et de sa belle-mère. On nous a dit que la propriétaire habitait dans une autre ville, d'où la procuration, raconta Quentin. Ils nous ont montré une pièce d'identité. La procuration. Tout avait l'air en règle. La pièce d'identité de qui? D'Olivier. Et ils ont aussi fourni une copie de la carte d'identité de la propriétaire, jointe à la procuration. Quentin sortit la feuille. Celle avec la fausse signature. Et le deuxième homme, c'était qui? Demanda Victoire. Vous avez dit que vous donniez l'argent soit à Olivier, soit à l'agent immobilier. Paul, acquiesça Quentin. Monsieur Paul, c'est ainsi qu'il s'est présenté. Un homme d'affaires, costume, attaché caisse en cuir. C'est lui qui nous a fait visiter l'appartement et qui a rédigé le bail. Olivier restait plutôt silencieux, c'est Paul qui gérait tout. Il nous contacte encore régulièrement. Et comment fait-il, puisqu'il passe récupérer l'argent une fois par mois si Olivier n'est pas disponible? Marine fit la grimace. Il a un côté un peu fuyant, très charmeur. Il répète tout le temps, ne vous inquiétez pas, tout est légal, la propriétaire est au courant. La propriétaire, c'est moi, trancha Victoire. Et je ne suis au courant de rien. Cette signature est un faux. Ce n'est pas mon écriture. Je suis la propriétaire légale. Je n'ai jamais mis ce bien en location et je n'ai pas vu un seul centime de cet argent. Marine poussa un cri étouffé et porta la main à sa bouche. Quentin, je te l'avais bien dit qu'il y avait un truc louche. On n'a jamais vu le vrai propriétaire. Tout passait par des intermédiaires. À partir de maintenant, vous ne leur donnerez plus un seul centime, décréta Victoire. Ni à mon mari, ni à Paul. C'est alors que, comme par miracle, le téléphone de Quentin se mit à sonner. Il regarda l'écran et blêmit. C'est lui, Paul. Répondez, ordonna doucement Victoire. Mettez le haut-parleur, et ne dites pas un mot sur ma présence. D'un doigt tremblant, Quentin appuya sur le bouton. La voix mielleuse jaillit du haut-parleur. Quentin, mon cher, bonsoir. Je passerai demain prendre le loyer, vous serez chez vous? Oh, et à propos du renouvellement du petit contrat pour l'année prochaine, la propriétaire est d'accord, on peut préparer les papiers. Tout roule comme sur des roulettes. Victoire fixait le téléphone, le sang figé dans ses veines. Le renouvellement. Pour l'année prochaine. La propriétaire est d'accord. Ils avaient déjà tout planifié. Sans elle. Je vais y réfléchir, Paul, balbutia Quentin en regardant Victoire. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir, gloussa la voix. Cet appartement, c'est de l'or en barre, et la propriétaire est très arrangeante. Je m'occupe de tout. Allez, à demain. Le téléphone raccrocha. Quentin posa l'appareil et s'essuya le front. C'est comme ça à chaque fois. Il est insistant, impossible de s'en débarrasser. Demain, il va venir chercher l'argent, dit lentement Victoire. Et, pour la première fois de la soirée, un ton implacable résonna dans sa voix, eh bien, qu'il vienne. Mais c'est moi qui vais le recevoir. Et nous, on fait quoi, paniqua Quentin. On doit déménager? On vient juste de s'installer, on a acheté des meubles. Vous ne bougez pas d'ici, le rassura Victoire. L'appartement est à moi, restez-y. Mais vous me paierez à moi, avec un contrat légal en bonne et due forme. Eux, ils n'auront plus rien. Au téléphone, Léa l'aida à rédiger une attestation provisoire. Quentin remit à Victoire l'original du bail ainsi qu'une copie de la fausse procuration, pour lui servir de preuve. Merci de ne pas nous mettre à la porte, murmura-t-il. On ne savait pas, je vous le jure.
Vous n'y êtes pour rien, répondit-elle. Les coupables, ce sont ceux qui ont monté cette arnaque. Écoutez, Quentin hésita. Laissez-nous vous aider. Demain, quand Paul viendra, on vous fera entrer, vous vous cacherez, et vous entendrez tout vous-même. Qu'il vous répète son fameux « tout est légal » droit dans les yeux. Merci, dit Victoire. Ça me sera très utile. Et on ne lui donnera pas un centime, renchérit Marine. Fini d'engraisser ces escrocs. Victoire regarda ces deux jeunes gens, déboussolés mais foncièrement honnêtes, et pour la première fois depuis 2 jours, elle eut la sensation de ne plus être seule. Elle avait des alliés, des preuves. Et dès le lendemain, elle aurait le fameux Paul, pris au piège dans sa propre cuisine. Elle redescendit à sa voiture, serrant le dossier contre sa poitrine comme un bouclier. Le bail. La copie de la fausse procuration. Le témoignage des locataires. Le voisin, Monsieur Guy. Le soutien de Léa. L'écriture de sa belle-mère dans le coin de la page. C'en était assez. Pour l'instant, il fallait rentrer à la maison. Paul, ce serait pour demain. De retour chez elle, Victoire joua l'apaisement, puisant dans ses dernières réserves de force. Olivier rentra tard, épuisé, et elle s'obligea à ne pas exploser. Si elle montrait la moindre émotion, elle l'effaroucherait. Il fallait tenir encore une soirée. La dernière. « Pourquoi es-tu si silencieuse » demanda-t-il devant son thé. « Je suis fatiguée par ma garde » répondit Victoire sans lever les yeux. « J'ai la tête comme une enclume. » Il hocha la tête et se replongea dans son téléphone. Elle observait cet homme et se disait en boucle « Demain. Demain, tout sera fini. » Le lendemain, ayant pris sa journée à la pharmacie, Victoire arriva à l'appartement de sa grand-mère une demi-heure avant le rendez-vous. Quentin la fit entrer et l'installa dans la chambre du fond, en laissant la porte légèrement entr'ouverte pour qu'elle entende tout. À l'heure dite, la sonnette retentit. Une sonnerie assurée, autoritaire. Victoire reconnut l'attitude de l'homme avant même de le voir. « Mon petit Quentin, le bonjour » claironna la voix sirupeuse dans l'entrée. « Alors, je viens pour le loyer, et on va aussi prolonger le contrat. Sortez les billets. » Monsieur Paul. La voix de Quentin tremblotait légèrement. « Est-ce qu'on pourrait revoir les papiers ? Ma femme s'inquiète. Tout est vraiment légal ? Mais oui, c'est légal, s'esclaffa Paul. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Il y a une procuration de la propriétaire. Tout a été fait devant notaire. La propriétaire est en voyage, elle nous fait entièrement confiance. L'argent passe par moi. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal là-dedans ? Et la propriétaire sait vraiment que vous louez l'appartement ? Quentin, ne recommencez pas avec ça. Qu'elle le sache ou pas, c'est mon problème. Votre problème à vous, c'est de payer à temps. Où est l'argent ? Victoire sortit de la pièce. La propriétaire le sait, déclara-t-elle. Désormais, elle le sait. Paul se retourna, tiré à 4 épingles dans son costume, sa mallette en cuir à la main. En une fraction de seconde, son visage se décomposa. Vous êtes qui, vous ? Victoire, la propriétaire légitime de cet appartement. Celui-là même que vous louez avec une fausse procuration de la propriétaire. Eh bien, la propriétaire, elle est devant vous, et elle n'a jamais signé quoi que ce soit. Le dossier trembla dans les mains de Paul. Il doit y avoir un malentendu, balbutia-t-il en reculant vers la porte. Je ne fais que mon travail, moi. Les documents m'ont été remis par Olivier. Je ne suis qu'un intermédiaire, un simple subalterne. Un simple subalterne qui encaisse de l'argent liquide sur le dos des autres depuis 3 mois, coupa sèchement Victoire. Vous allez faire demi-tour tout de suite et vous irez annoncer à Olivier qu'il n'y aura plus un seul centime. Le contrat est annulé, la procuration est un faux. Les locataires me paient directement maintenant. Si vous osez revenir réclamer de l'argent, c'est au commissariat que vous irez expliquer d'où vous tenez ce faux document. Paul ne chercha même pas à discuter. Les hommes fuyants sont toujours des lâches.
Il coinça sa mallette sous son bras et se précipita vers la sortie. Ses pas pressés résonnaient encore dans la cage d'escalier. Eh bien, chapeau, souffla Quentin. J'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque ici même. Ce genre d'individu ne meurt pas si facilement, répliqua Victoire. Merci pour votre aide. Je prends le relais maintenant. Je rentre à la maison, Olivier m'y attend pour le dîner. Le dîner familial, agrémenté des viennoiseries de Nadine. Olivier était affalé sur le canapé devant la télévision. Lorsque Victoire entra, il ne tourna même pas la tête. Tu étais où? Chez Léa. Elle entra dans la cuisine, posa la pochette sur la table et la recouvrit d'un torchon. Poussée par une faim nerveuse, elle réchauffa des pommes de terre et disposa les viennoiseries. Elle s'assit face à lui et le regarda manger. Olivier, commença-t-elle calmement. Et si on allait voir l'appartement de ma grand-mère ce week-end? Il faudrait qu'on parle des travaux de rénovation. Il est temps de s'en occuper. Il s'étrangla avec sa bouchée. Pourquoi tout d'un coup? L'appartement est très bien comme il est. C'est dommage de le laisser vide à prendre la poussière. On pourrait le louer. Je dirais pour au moins 800 €. Sa fourchette heurta bruyamment l'assiette. Il se figea. Pourquoi 800 € demanda-t-il d'une voix presque inaudible. C'est le prix du marché. Victoire se leva et posa la main sur le torchon. À ton avis, Olivier, combien rapporte cet appartement en location? Il garda le silence. Et ce silence valait tous les aveux du monde. Qu'est-ce que tu caches sous ce torchon? Finit-il par articuler. Victoire retira le tissu d'un coup sec. Le dossier. Le contrat de location. La copie de la procuration. Olivier devint blême. Ça vient d'où, ça? De Quentin et Marine, annonça Victoire. Tes locataires. Ceux qui te paient un loyer depuis 3 mois pour mon appartement, en vertu de cette procuration que je n'ai absolument jamais signée. Il bondit de sa chaise. Victoire, tu as mal compris. Comment dois-je comprendre, alors? Son ton devint glacial. Mon mari falsifie ma signature, loue mon appartement, et encaisse l'argent dans mon dos pendant 3 mois. Quelle est la bonne façon de le comprendre? Ce n'était pas mon idée, s'écria-t-il. De qui, alors? C'est ma mère. Olivier s'interrompit, réalisant qu'il venait de gaffer. Ta mère, donc, opina Victoire. C'est bien ce que je pensais. C'est son écriture dans le coin de la procuration. La même que sur le petit mot que j'ai retrouvé. Appelle-la. Dis-lui de venir tout de suite. Pourquoi l'impliquer là-dedans? On va régler ça entre nous. Appelle-la, trancha Victoire. Sinon, c'est la police que j'appelle pour faux et usage de faux. À toi de choisir. Les mains tremblantes, il composa le numéro. Maman, viens tout de suite. Victoire sait tout. Elle a les documents. Un blanc. Ne crie pas, maman, elle est juste à côté. Il raccrocha. Elle arrive. Pendant qu'il passait l'appel, Victoire avait discrètement envoyé un SMS à Léa. Viens vite, j'ai besoin d'un témoin. Léa, qui habitait à 2 pâtés de maison, répondit immédiatement, j'arrive. Elle eut le temps de se glisser dans l'appartement avant la belle-mère et se posta silencieusement dans l'entrée, derrière Victoire. Un lourd silence pesait entre Olivier et Victoire. Elle l'observait sans le reconnaître. Cette année de mariage. Qui a falsifié la signature? Demanda-t-elle à voix basse. Ma mère, marmonna-t-il. Elle a recopié celle de ta carte d'identité. Tu la lui avais prêtée il y a 3 mois pour une attestation. Sa propre belle-mère s'était assise avec sa carte d'identité pour s'entraîner à imiter sa signature. On sonna à la porte. Nadine fit irruption comme une tornade, le visage blême, les lèvres pincées de colère. Qu'est-ce que c'est que cette panique? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Entrez, dit calmement Victoire. Asseyez-vous. La belle-mère aperçut le dossier sur la table.
Son visage accusa le coup une fraction de seconde, avant de se figer dans un masque de marbre. C'est quoi, ça? Une procuration avec une signature qui n'est pas la mienne, et votre petite griffe dans le coin. Vous la reconnaissez? C'est la première fois que je la vois. Vraiment? Quentin et Marine louent mon appartement grâce à ce bout de papier. Et ils vous versent plus de 3000 € avec Olivier. C'est aussi la première fois que vous en entendez parler? La belle-mère se redressa, passant à l'offensive. Écoute-moi bien, ma petite. L'appartement était vide, il prenait la poussière. On l'a rentabilisé. Toi, tu n'aurais pas levé le petit doigt. C'est l'appartement de ma grand-mère, pas le vôtre. Vous avez imité ma signature et vous vous attendez à ce que je vous dise merci? Et alors? C'est la famille. Dans une famille, on partage tout. Inutile de faire taradine. Un héritage n'appartient pas à la famille, il est à moi, et seulement à moi. Si t'es pas contente, fous le camp, cracha la belle-mère. Mon fils se trouvera quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins caractériel. Maman, ça suffit, intervint Olivier. C'est son appartement. On a eu tort. Tort. Nadine s'étouffa presque. Je te sers cet appartement sur un plateau d'argent, je trouve les locataires, je gère le bail, je falsifie la signature moi-même pour que tu aies de l'argent de poche, et tu oses dire qu'on a eu tort. Elle réalisa soudainement ce qu'elle venait de lâcher. Elle se tut, la bouche grande ouverte. Voilà, dit doucement Victoire. Devant témoin. Je falsifie la signature moi-même. Merci, je l'ai bien noté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était une façon de parler. Léa s'avança depuis l'entrée, où elle s'était tenue dissimulée. J'ai tout entendu, déclara Léa. Le moindre mot. Je falsifie la signature moi-même. Une formulation très claire. C'est qui, celle-là, s'empourpra la belle-mère. Tu as ramené des témoins? C'est mon amie, elle travaille dans l'immobilier. C'est elle qui m'a aidé à dénicher l'annonce de votre cher agent, Paul. D'ailleurs, Paul a montré une copie de ma carte d'identité au locataire. Comment s'est-il procuré cette copie, Nadine? Ce ne serait pas vous qui me l'avez empruntée pour une soi-disant attestation il y a 3 mois? La belle-mère garda le silence, jetant des regards de bête traquée autour d'elle. Prouve-le, finit-elle par cracher. Une expertise graphologique de la signature le prouvera en 5 minutes, répondit posément Victoire. Ajoutez à cela le témoignage des locataires, du voisin, l'annonce. J'ai largement de quoi faire. Olivier frémit. Victoire, pas d'expertise, je t'en supplie, n'en arrive pas là. Alors écoutez-moi bien tous les deux. Victoire posa ses 2 mains à plat sur la table. Elle parlait d'une voix égale, sans hausser le ton, un calme qui intimida profondément sa belle-mère. J'annule la procuration des 2 mains. Les locataires me versent le loyer à moi. À partir de cet instant, vous n'avez plus aucun rapport avec mon appartement. Quant à l'argent que vous m'avez volé ces 3 derniers mois, vous allez me le rembourser jusqu'au dernier centime. Vous avez 2 semaines. T'es folle ou quoi, bondit la belle-mère. L'argent a déjà été dépensé. C'est votre problème. Autrement, je dépose plainte. Et votre fils aura un casier judiciaire. Les mots « casier judiciaire » firent leur effet. Nadine se figea. Tu n'oseras jamais. C'est quand même ton mari. Je n'ai plus rien à perdre, asséna Victoire. Je m'en moque. J'ai vécu 7 ans avec un homme qui m'a escroqué sur les conseils de sa mère. Ma vie ne peut pas être pire. Mais la vôtre, si. La belle-mère chercha du soutien dans le regard de son fils. Olivier détourna les yeux. Olivier, dis-lui quelque chose, s'emporta-t-elle. Elle bluffe, elle n'ira nulle part. Olivier releva la tête. Elle ira, maman, dit-il d'une voix sourde. Je la connais. Si elle l'a dit, elle le fera. Et toi, de quel côté es-tu, suffoqua-t-elle.
D'aucun côté. Je viens juste de réaliser ce qu'on a fait. C'est son appartement. On l'a volé. Espèce de lâche. Nadine agrippa son sac et se précipita vers la porte. Le portrait craché de ton père. Vous êtes perdu sans moi. Elle fit claquer la porte avec une telle violence que les vitres tremblèrent. Un lourd silence retomba sur la cuisine. Léa sortit discrètement sur le palier par délicatesse. Olivier restait prostré. Vic, pardonne-moi. Ma mère m'a poussé à bout, j'ai cédé. Je me suis dit que ça ne ferait de mal à personne. Ça m'a fait du mal à moi. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti pendant 3 mois. Je te rendrai tout l'argent moi-même, sans ma mère. Mais s'il te plaît, ne porte pas plainte. Rends-moi mon argent et je ne porterai pas plainte, déclara-t-elle. Mais je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Plus jamais. Elle sortit sa boîte bleue de l'armoire et la posa devant lui. Fais tes valises. Tu vas aller vivre chez ta mère, puisque vous vous entendez si bien. Tu me mets à la porte ? Je te demande de partir. Dès demain matin, je vais chez le notaire pour annuler cette procuration, afin que ce vulgaire bout de papier n'existe plus. Olivier resta figé un instant, la dévisageant comme si elle était une étrangère, puis il fit son sac et partit. Sur le palier, Léa le suivit du regard en silence. Une fois la porte refermée, Léa retourna dans la cuisine. Victoire se tenait près de la fenêtre, serrant toujours la pochette contre elle. Chapeau bas, murmura Léa. Je croyais que tu allais fondre en larmes, mais tu les as pulvérisées. Je pleurerai plus tard. Tu sais ce qui me dégoûte le plus ? Ce n'est pas l'argent. C'est qu'ils m'ont prise pour une idiote. Ils s'asseyaient là, me souriaient, m'apportaient des croissants, et en même temps, ils utilisaient ma carte d'identité pour imiter ma signature. Au loin par la fenêtre, au 2e étage de ce vieil immeuble près du château d'eau, une lumière brillait. Là-bas, dans son appartement, Quentin et Marine finissaient leur dîner, et désormais, c'était à elle qu'ils paieraient le loyer. Victoire posa le dossier sur la table. Demain matin, chez le notaire, pour que cette maudite feuille n'existe plus. La procuration fut annulée en une journée. Nadine lui remboursa la somme intégrale, avec réticence et en plusieurs fois, mais elle le fit. La peur du casier judiciaire l'avait emporté sur sa cupidité. Olivier l'appela pour revenir, jurant que tout était de la faute de sa mère. Victoire ne lui ouvrit pas la porte. Il était tout aussi coupable. Pendant 3 mois, il l'avait regardé dans les yeux en lui mentant. Nadine ne lui apporta plus jamais de brioche. Elles ne se croisèrent qu'une seule fois, près de l'immeuble. La belle-mère passa son chemin, les lèvres pincées, en détournant le visage. Ses sourires mielleux avaient disparu en même temps que la source de revenus. Quant à Quentin et Marine, ils continuèrent à vivre dans l'appartement de la grand-mère, payant leur loyer sans le moindre retard. Désormais, Victoire s'y rendait sereinement, en véritable propriétaire. Son appartement, ses locataires, son argent. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle put enfin souffler, réalisant qu'elle ne redoutait plus le retentissement d'aucune sonnerie à sa porte.